Maître Vergès, votre activité professionnelle d'avocat consiste essentiellement à la défense des intérêts des Algériens en particulier. J'aimerais savoir pourquoi. En tant qu'avocat, je me suis engagé à défendre les libertés individuelles, à servir la justice. Et c'est précisément parce qu'aujourd'hui, les libertés individuelles des Algériens, le simple respect de leur personne, le simple respect de leur vie, sont particulièrement menacés que je considère comme un devoir pour un avocat, digne de son serment, de se dévouer à la défense des Algériens, comme de se dévouer à la défense de tous ceux dont les libertés sont menacées. Et si j'accepte de défendre des Algériens, c'est dans le même esprit que j'accepte de défendre le docteur Aceta, l'ancien député de Madagascar, aujourd'hui arbitrairement retenu en France, dans le même esprit que j'ai accepté de défendre mon compagnon d'études, le professeur Memel, aujourd'hui détenu dans une prison de la communauté à Abidjan. Et très récemment, vous avez été expulsé purement et simplement d'Algérie d'une façon assez brutale, et j'aimerais que vous nous racontiez comment cela s'est passé. Eh bien, cela s'est passé d'une manière très simple et très arbitraire. J'avais reçu dans le salon de l'hôtel Aletti où j'étais descendu, entre 6h30 et 9h30, à peu près 60 femmes algériennes qui étaient venues signaler à mon confrère et ami Maître Zavrian et à moi-même le cas de leurs frères, fils, maris, oncles, enlevés par les forces de l'ordre au cours des années 57, 58 et 59, détenus dans différentes villas où l'on interroge, suivant l'expression consacrée, et qui ensuite n'ont pas été rendus à leur famille, et au sujet desquels les pouvoirs publics consultés n'ont pas voulu ou n'ont pas pu donner aux familles d'indications précises jusqu'à ce jour. Après avoir donc reçu ces mères de famille désespérées, mon confrère Zavrian et moi nous apprêtions à quitter l'hôtel pour aller dans un restaurant. Dans le hall de l'hôtel, des gens en civil, à la corpulence très caractéristique, m'ont interpellé, constitué prisonnier, ramené de force dans ma chambre, m'ont ordonné devant eux de faire mes valises, sans même me présenter un arrêté d'expulsion, qu'ils n'avaient d'ailleurs pas, interdit à mon confrère Zavrian de prendre contact avec moi et à moi-même de lui donner des indications sur les dossiers dont j'étais chargé, m'ont interdit de prendre contact avec le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger, m'ont fait descendre par l'escalier de service, mis dans une voiture, conduit à la préfecture, où en toute hâte une dactylo mobilisée a tapé l'arrêté d'expulsion, qui était signé du général Coste commandant la zone nord algérois. Cet arrêté d'un laconisme tout militaire précisait simplement que j'étais expulsé et que le séjour m'était interdit en Algérie uniquement parce que ma présence, disait-on, était de nature à troubler l'ordre public. De la préfecture, j'ai été remis dans la même voiture et conduit à l'aérodrome où j'ai été mis dans le premier avion en partance pour Paris, c'est-à-dire l'avion de 11h30. Je suis arrivé à Paris dans la nuit. Et je crois qu'il est bon de préciser qu'au préalable, c'est-à-dire avant de partir pour l'Algérie, vous aviez obtenu toutes les autorisations nécessaires. Exactement. Je suis arrivé à Alger le 11 août. J'avais demandé à la préfecture de police à Paris depuis le 3 un visa d'entrée en Algérie. Ce visa m'a été accordé après mûre réflexion le 8 août avec l'avis favorable de la délégation générale, à la suite, je dois le dire, de 2 lettres de monsieur le bâtonnier de notre ordre. Arrivé à Alger, je me suis présenté immédiatement à la délégation générale où j'ai été reçu par le cabinet du délégué général pour recevoir les permis et également les informations nécessaires à mon activité. Ces permis, ces informations m'ont été données aussi bien par le cabinet de monsieur le délégué général que par la direction de la Sûreté nationale. Donc mon activité était parfaitement connue et la délégation générale en était parfaitement avertie. Mais si vous le voulez bien, maître, revenons à ces disparus. Et quel est leur cas exactement? Le cas des disparus est très simple. Les femmes qui sont venues nous voir
nous ont raconté, avec une monotonie bouleversante, toujours la même histoire. Un soir, une Jeep s'arrête devant la maison, qu'elle soit dans la Casbah ou dans les quartiers modestes du Ruisseau, de Bellecour ou de Cuba. Des militaires descendent, invectivent la famille, se saisissent de l'homme, du frère ou de l'époux, le frappent parfois devant les siens, et puis l'emmènent avec eux dans les rues désertées par le couvre-feu. Le lendemain, la femme, affolée, va courir du commandement d'Alger Sahel à la délégation générale, du commandement de la 10e région à la préfecture, de la préfecture au parquet de la République. Partout, un employé méticuleux ou ironique prendra ses déclarations et le temps passera, elle ne recevra aucune réponse. Alors, elle se met à courir dans tout Alger, s'arrêtant devant tous ces lieux, aujourd'hui, hélas, rendus illustres, et qui s'appellent la Villa Cézini, El Biar, le centre de tri de la Bouzarea, l'allée des Mûriers, la Corniche. Ici, Jamila Bouired a été interrogée dans les conditions que l'on sait. Là, Aïssa Tidir est mort pour s'être brûlé avec sa cigarette. Là, Ben Midi s'est suicidé en se pendant avec une balle au cœur et les mains enchaînées. À la fin, si elle a de la chance, la femme ou la mère verra apparaître par une fenêtre, à un balcon, un visage enflé dans lequel elle reconnaîtra son époux ou son fils. Le lendemain, elle apportera du linge qui sera accepté. Parfois même, elle apportera de la nourriture qui sera également acceptée. Elle viendra tous les jours devant l'immeuble, regarder, essayer de voir. Et puis un jour, les soldats la chasseront. Sans doute est-elle devenue un remords. Alors elle écrira à la Croix-Rouge, à la commission de sauvegarde. Elle retournera à Alger Sahel. Elle demandera à Madame Massu d'intervenir. Elle écrira à tous les camps d'internement. Les renseignements les plus contradictoires lui parviendront. D'un côté, la préfecture lui dira « Votre mari est dans tel camp ». De l'autre, le directeur du camp lui dira « Votre mari n'est pas là ». Elle écrira au commandant de la caserne. Le commandant de la caserne dira « Je n'ai aucun contrôle sur ce qui entre et sur ce qui sort de mes locaux ». Alors, elle abandonnera ses recherches. Elle saura que parce qu'elle est musulmane, elle n'a pas droit aux mêmes garanties que l'on exige dans d'autres pays d'Europe. Et puis, un jour, elle a appris qu'un avocat était venu, qui s'intéresse à ses disparitions. Alors, elle vient à l'hôtel. Elle vient à l'hôtel non pas et chercher un espoir fallacieux, mais elle vient à l'hôtel uniquement pour chercher une certitude. Une de ces femmes m'a dit « J'ai été au cimetière d'El Alia. Je pensais trouver le nom de mon mari. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'il est devenu. Même si la vérité est horrible. » Et c'est ce qui explique que des femmes soient venues aussi nombreuses nous demander, à mon confrère et ami Zavrian et à moi-même, de faire toutes les recherches pour qu'au moins la trace de leur mari, pour qu'au moins le sort de leur mari ou de leur fils soit connu. Et, d'après les milieux officieux d'Alger, c'est, paraît-il, ce qui a motivé notre expulsion. Vous me posez la question donc de savoir également si ces disparitions sont nombreuses. Je tiens. De hauts fonctionnaires qui ont à connaître de ces disparitions. Je tiens donc que le chiffre des disparitions à Alger seulement est d'au moins 6 000. Et ce chiffre doit être multiplié pour toute l'Algérie par un coefficient énorme, compte tenu qu'à Alger, la répression doit s'accompagner, doit tenir compte de certaines apparences à sauvegarder devant l'opinion mondiale. Mais vous savez bien que dans les villes de l'intérieur, les exécutions sommaires ont lieu tous les jours, la presse en parle, les cadavres sont exposés sur les places publiques, alors que les mises à mort ont eu lieu sans jugement. Maintenant, c'est à l'homme, en même temps qu'à l'avocat que je m'adresse. Qu'envisagez-vous de faire ? J'envisage évidemment, comme d'habitude, de protester auprès de la commission de sauvegarde.
j'espère qu'elle pourra faire rapporter cet arrêté d'interdiction de séjour. Je compte soumettre, puisque la France est signataire des conventions de Genève, les cas de disparition qui m'ont été soumis à la Croix-Rouge internationale pour qu'elle intervienne. Et je sais que la Croix-Rouge internationale s'est émue de tous ces cas. Je sais qu'elle a agi. Ce que je souhaite, mon espoir est de pouvoir retourner bientôt en Algérie, continuer à défendre les Algériens qui sont victimes de toutes ces mesures arbitraires, de tous ces sévices, de toutes ces brutalités que je vous ai dites. J'espère que les milieux responsables me rendront mon visa pour l'Algérie, car autrement ce serait admettre que dans la République française aujourd'hui, les droits de la défense ne sont plus reconnus. Je sais bien que ces droits de la défense, depuis l'assassinat de mon confrère Amokran Ould Naoudia, depuis les menaces officieuses ou privées que nous avons reçues, sont fortement mises en question. Mais précisément, l'honneur du barreau, auquel avec mes amis j'appartiens, et précisément dans les périodes où l'arbitraire prétend s'installer, l'honneur du barreau est donc de dire non. L'honneur du barreau est de ne pas plier le genou devant le cynisme et l'insolence.